Je vais vous faire donc le tour des présentations. Donc, je vais commencer par Alain Cornu. Donc, vous êtes conseiller municipal, délégué au service des eaux à la ville de Berck-sur-Mer. C'est bien ça. Nous avons également, je me tourne de l'autre côté, Bruno Roussel, qui lui est agriculteur du territoire. La précision est importante quand on parle des parties prenantes. Et élu à la Chambre d'agriculture de région du Nord-Pas-de-Calais. Nous avons également Pascale Nampon, qui, elle, est au service développement agricole durable et sociétal dans cette même Chambre d'agriculture de région du Nord-Pas-de-Calais. Et finalement, pour terminer, Sarah Staub, qui, elle, est chargée de projet, je sais plus, protection de l'eau par l'agriculture biologique, au groupement des agriculteurs biologiques du Nord-Pas-de-Calais. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est que moi, je plante le décor du contexte géographique grâce à des diapositives, ce qui vous permet de comprendre où vous êtes, donc qui va nous permettre de faire ces fameux voyages à travers la France et qui permet de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec nos intervenants. Donc, oui, voilà, c'est bon. Je vérifie que c'est ce que j'ai bien sur mon papier à moi. Donc là, nous sommes, je vous l'ai dit, dans le Nord-Pas-de-Calais, donc pas très loin de la côte, pas très loin de la Picardie non plus d'ailleurs, donc sur le territoire d'action d'une opération de reconquête de la qualité de l'eau à Héron-Saint-Va, donc qui est sur l'aire d'alimentation de captage d'Héron-Saint-Va. Donc ce territoire regroupe 4 communes et il y a également 4 communes consommatrices, ce qui est 5 communes consommatrices. Oui, n'hésitez pas sur les précisions. Donc on est là dans un territoire qui fait 2000 hectares, qui regroupe 45 exploitations, dont une en agriculture biologique. Alors en termes de typologie de production, nous sommes dans un bassin légumier sous contrat industriel. Donc c'est important pour bien comprendre le contexte. On est dans un cas de dépassement régulier des normes de potabilité, alors ponctuel sur les phytosanitaires et régulier sur les nitrates. Alors, pour cet exemple, le travail a commencé dans les années 90 avec un travail sur la lutte contre l'érosion et les pollutions diffuses. Ça s'est traduit par une sensibilisation multi-acteurs, notamment. Dans les années 2000, un travail plus sur les phytosanitaires cette fois. Alors, il y a eu un événement quand même qui a été le classement en captage Grenelle de cette aire d'alimentation de captage. On verra comment ça a pu jouer sur la démarche. Et donc, une démarche qui s'est réenclenchée, qui a couvert les années 2011-2014 avec l'utilisation, on verra ce qu'en pensent les acteurs présents, mais d'une méthode qui ressemble quand même pas mal à ce qui vient d'être décrit, avec la mise en place d'un comité de pilotage, d'un comité technique, qui a suivi la réalisation du diagnostic territorial multipression, dont celui sur l'agriculture, et dans la foulée, la définition d'un plan d'action innovant, multi-acteurs, qui comprend plusieurs grands axes, un travail sur les filières, un travail sur l'expérimentation et une action assez inédite, qui est la mise en place d'un assolement collectif en agriculture biologique. Voilà. Et donc là, ces acteurs sont dans la phase de mise en œuvre aujourd'hui de ce plan d'action. Voilà, donc je pense... je n'ai pas fait trop d'erreurs sur la présentation de cet exemple. On a fait le choix de poser des questions générales pour revenir un peu sur les éléments marquants et vraiment vous permettre d'exprimer votre ressenti et comment vous avez vécu cette expérience. Et du coup, la première question qu'on avait envie de vous poser, c'est, ce qu'on a vu, dialogue territorial, on l'utilise en gros quand il y a des conflits. Faire une caricature un peu à gros traits. Et donc, du coup, la question, c'est, chez vous, est-ce qu'il existait des désaccords ou des tensions au lancement de l'opération de reconquête de la qualité de l'eau et si oui, lesquels? Alors, Bruno Roussel, si vous pouviez commencer sur ce point et ensuite on passera la parole à Alain Cornu. Alors, est-ce qu'il y avait des désaccords
On a dit pas de langue de bois, monsieur Roussel, vous vous souvenez, hein? Il n'y a pas de danger, hein, je pense, hein, vous êtes au courant. Des désaccords, on est sur ce Jean Captan depuis les années 80 avec une problématique eau. Donc on a des agriculteurs qui sont sensibilisés, on a eu la chance ou la malchance d'être traversé par des autoroutes et des voies rapides, donc ça a permis un remembrement. On a travaillé sur le remodelage du paysage parce que la problématique elle est très liée au ruissellement, y compris la problématique de pollution du captage. Donc il y avait un travail qui était en cours depuis longtemps, quoi. Après, là où il y a un vrai désaccord, c'était sur les procédures Grenelle, mais il n'était pas que Aéron. En Artois-Picardie, on n'a pas voulu des procédures Grenelle. Donc on a dit on verra ça dans 3 ans. On s'est mis à quelques-uns pour convaincre le préfet et l'agence de l'eau. Donc on a une espèce de moratoire qui dit travailler 3 ans, mais ça nous donne aussi un peu l'aiguillon pour dire il faut qu'au bout des 3 ans, on ait avancé sur des procédures contractuelles, mais on n'aura pas de ZSCE. Ce que vous voulez éviter, c'est le réglementaire. Vous savez, les paysans n'aiment pas le réglementaire. Moi, je suis dans le champ captant, je suis un syndicaliste version CGT. J'aime pas perdre, j'aime pas... Donc, on a obtenu ce moratoire. Partant de là, on était quand même condamné à faire bouger les choses, etc. Donc, le conflit était global, ça c'est sûr. À partir du moment où nous, on a obtenu ce qu'on voulait, c'est le moratoire, on a dit, dans les captages définis comme captage Grenelle, il faut qu'on avance. Ensuite, on a une collectivité qui était, jusqu'à un passé récent, assez peu sensibilisée à la protection de la ressource en eau. Il n'y a vraiment que depuis 3-4 ans. Enfin, pas dire on va peut-être, on laissera Monsieur Cornu expliquer ce cheminement d'ailleurs. Qui ont pris les choses en main et avec lesquels on a pu. Donc, on a poussé aussi avec la collectivité. Ça n'allait pas toujours. Alors qu'on n'a pas toujours eu de bonne relation avec la mairie de Berck. La mairie, le bâtiment, il s'en souvient quelquefois. Hein. Dans l'histoire, vous voulez dire, c'est ça? Oui. Donc, il a fallu passer au-dessus de tout ça. Et puis, là, je pense qu'aujourd'hui, on avance. Donc, il y a eu des conflits. Après, ce qui a permis de les... Enfin, je vais peut-être laisser les gens de Berck, donc on est d'accord, il y a bien eu des conflits. Alors, exacerbés au moment du Grenelle, c'est ça pour vous? C'est la lecture que vous en avez, non? Déjà, tout ce qui est réglementaire, on n'aime pas, par principe. Et ensuite, on était un peu fâchés parce qu'on avait déjà travaillé depuis longtemps en disant qu'est-ce qu'on a besoin de ce truc-là en plus, quoi. Voilà. D'accord, donc là en fait on est bien dans un cas de figure où la tension n'est pas forcément entre les acteurs mais vient d'un élément extérieur qui vient perturber les équilibres. On va dire un peu comme ça. Alors on va voir ce qu'en pense monsieur Cornu sur cette question des désaccords préexistants. Bon, d'abord, bonjour à tous. Moi, je vais parler surtout de la période qui me concerne. C'est-à-dire que je suis élu depuis 2008. Donc, quand M. Roussel dit que la mairie de Berck, les murs ont eu... Ça s'est quand même passé plusieurs années auparavant. En 1982. Donc c'est histoire ancienne. Donc à partir du moment où le captage a été classé Grenelle, donc on a organisé obligatoirement des réunions. Monsieur Roussel nous a bien, avec Pascal Nampon de la Chambre d'agriculture, posé le problème. Moi, j'ai posé aussi le nôtre. On avait de l'eau qui était arrivée à plus de 50 mg de nitrate régulièrement. Comment est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble pour essayer de faire diminuer ce taux de nitrate? En ce qui concerne les phytosanitaires, le problème sur notre champ captant, on a la chance qu'il se pose beaucoup moins. Je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas du tout, mais encore aujourd'hui, on a surtout des traces d'atrazine et de ses dérivés, alors que vous savez tous que ça fait plus d'une dizaine d'années
l'atrazine est interdite, son utilisation est interdite, mais on a là encore, étant donné que notre nappe, c'est dans la couche de craie, et on sait que la percolation va se faire progressivement. Et si on prend l'exemple de Munich, 20 ans après l'arrêt d'utilisation de l'atrazine, ils ont encore aussi des traces d'atrazine. Donc au niveau des phytos, le problème se posait moins. Donc le problème se posait surtout au niveau des nitrates. Donc dès la création du DTMP, il y a eu plusieurs réunions et il a fallu lancer ce DTMP. Et aux discussions qu'on avait déjà eues avec la Chambre d'agriculture et M. Roussel et d'autres exploitants, on a décidé au niveau ville de Berck de confier, parce qu'il y avait deux volets dans l'étude des TMP, un volet agricole et un volet non agricole, et on a décidé, donc ville de Berck, de confier le volet agricole à la Chambre d'agriculture du Pas-de-Calais. Parce que sur d'autres territoires où on aurait pu confier la totalité de l'étude à un bureau d'études privé, mais on savait que sur les territoires où ça s'était passé de cette façon-là, ça s'était mal passé, que même bien souvent, le monde agricole n'avait pas donné accès au bureau d'études pour voir comment ça se passait sur leur exploitation. Alors, là, quand on entend vos regards croisés, on remarque deux choses par rapport aux présentations un peu plus théoriques. C'est que vous avez réussi à exprimer vos besoins. Donc, je vous repasserai la parole pour que vous précisiez, pour que tout le monde puisse comprendre dans la salle. En tant qu'agriculteur du territoire, c'était quoi votre besoin fondamental? Et en tant que collectivité, c'était quoi votre besoin fondamental? Mais surtout, le dernier élément qui vient d'être abordé, il soulève la question de la reconnaissance. Finalement, le fait de confier une partie du diagnostic à la Chambre d'agriculture, c'était aussi reconnaître et donner une légitimité dans la discussion au monde agricole. C'est un peu comme ça que vous l'avez construit, vécu. Monsieur Roussel, peut-être? Et puis on enchaînera avec votre besoin fondamental dans ce projet. Alors, on n'a dit pas de langue de bois. C'est clair, les bureaux d'études, ils n'ont pas la confiance des agriculteurs. Et si on veut que ça marche, il faut envoyer quelqu'un qui a la confiance des agriculteurs. Parce que quand on fait un diagnostic, on est à livre ouvert. Et ça peut passer que par la Chambre. C'est ce qu'on a expliqué de manière assez persuasive. En disant, de toute façon, ça ne peut pas se passer autrement. On passera après aux méthodes. Donc le fait qu'on ait cette confiance avec le monde agricole, et puis ensuite on est sur un territoire où on a fait du CTE, on a fait des OLAE, etc. On va se donner une règle entre nous, je le rappellerai aux autres. On évite les sigles, on dit même les mots très longs ensemble. Alors on a fait beaucoup de contrats territoriaux d'exploitation. On a fait, alors OLAE, je ne sais plus ce que ça veut dire, c'est opération locale agri-environnementale. Donc c'était des MAE qu'on pouvait cibler sur un seul territoire. Donc on avait déjà une habitude de travail et avec des gens qui avaient bougé déjà un peu leur façon de faire. Donc c'est pour ça que ça a bien marché. Pascal a expertisé 98% de la surface. Et puis après, on leur a dit, dans la foulée, vous faites un diagnostic bio. Et parce que c'est nous qui l'avons demandé, ils ont été un peu interloqués. Tous ne l'ont pas fait. On a fait... Combien ça va? 14 ouais, 30% à peu près. 30%. Après, on a ciblé aussi les agriculteurs qui avaient la majorité de leurs parcelles dans le champ captant. Ça a permis de construire un dialogue, déjà de leur montrer que les bios, c'était pas tous des gens avec des longs cheveux complètement éluberlus, qu'il y avait dedans des vrais techniciens, qui savent parler aussi. Moi, j'ai tenu à être là quand on a fait celui chez moi, évidemment. On parlait beaucoup de phyto, c'était très intéressant. Du coup, on a... alors, j'avais dit à Pascal, je ne vais pas dire le mot, mais je vais le dire quand même, mais sans faire référence à d'autres gens, on a dédiabolisé l'agriculture biologique. Et ça, c'était important de le faire, quoi. Et vis-à-vis des gens du territoire, c'est la première chose à faire, quoi, parce que quelquefois, ça fout la trouille, quoi. Hein. Pour vous en premier, monsieur Roussel. Pour vous en premier. Ah non. Si, quand même. Après 30 ans de syndicalisme version CGT, il n'y a plus grand-chose qui me fait peur. Hein. Non, mais au début, vous disiez, est-ce que le mettre du bio, ça va vraiment être utile, quoi?
Je le dis toujours. Nous n'avons pas encore fait la démonstration. Alors, juste, Monsieur Roussel, quand on est dans ce cheminement, dans ce dialogue, du point de vue de l'agriculteur, c'est quoi le besoin fondamental qu'on défend ? Le besoin fondamental des agriculteurs, c'est d'être reconnus dans leur pratique en disant ce que vous faites, vous le faites bien, même s'il y a des voies d'amélioration et s'il y a des contraintes qui pèsent sur le territoire. Et là, il y a une contrainte qui pèse sur le territoire qui est ailleurs, qui est au-delà de leur exploitation. Et ça, il faut leur expliquer. Mais déjà, il faut considérer, il faut partir du principe qu'eux travaillent bien. Ça commence à leur dire, de toute façon, il faut tout changer, vous êtes nuls. Là, c'est pas la peine, vous ressortez au bout de 5 minutes, quoi. D'accord. Et donc le besoin fondamental d'une collectivité comme la ville de Berck ? Le besoin fondamental, c'était de distribuer aux gens une eau de bonne qualité. C'est la première condition. Et essayer de trouver le moyen le plus simple d'y arriver. Parce qu'on nous avait, dans le DTMP, là on parle du le volet agricole, mais il y a d'autres solutions que vous connaissez. On nous a proposé installer, l'eau elle n'est pas de bonne qualité, installer une usine d'hydratation, de dénitrification. Ça existe. Bon, moi, j'étais contre, mais et je le suis toujours. Alors, pourquoi vous étiez contre ? On essaie d'aller au bout des choses. Alors, en tant que responsable d'un service de distribution d'eau potable, je me mets à la place aussi du consommateur. Je lui vends de l'eau, je la vends à un certain prix. Installer cette usine, c'était pas doubler le prix de l'eau au mètre cube, mais presque. C'était au moins 50% d'augmentation. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que moi, j'ai ma fibre personnelle qui me disait, si tu fais ça, ça veut dire aussi que tu laisses le territoire libre de faire, de continuer à mettre ce qu'on veut sur les terrains, parce qu'on s'en occuperait plus, on traiterait simplement cette eau. Après, il y a une deuxième solution qui nous a été proposée aussi, c'est une dilution. Dilution, c'est-à-dire d'aller essayer de chercher sur un champ captant voisin une eau de meilleure qualité, de la faire venir chez nous et de la diluer avec notre eau. Là, c'est pareil, au niveau économique. Il y avait un seul territoire, pour ceux qui connaissent, c'est de l'eau qui vient de la forêt de Crécy. Donc, il y avait une conduite au minimum une vingtaine de kilomètres à poser, donc un investissement très lourd. Et également, faut pas se faire d'illusions. La forêt de Crécy, ils n'allaient pas nous la donner, l'eau, ils allaient nous la vendre. Et là aussi, j'allais augmenter le prix de l'eau de au moins la moitié du prix de l'eau actuel, quoi. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Alors là, je vais passer la parole plutôt aux chevilles ouvrières de ce projet. Alors, j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment s'est organisé le dialogue, dans quelles instances, dans quels lieux, y compris s'il y a des petites différences entre les lieux officiels et ce qui s'est fait véritablement. C'est intéressant de le partager. Pascal et puis Sarah. Merci. Donc le dialogue, je pense que c'est un peu comme Monsieur Jourdain, on en fait sans le savoir, du dialogue territorial. Alors bien sûr, il y a des techniques à améliorer. Là, je pense qu'on a toujours à apprendre et à améliorer. Donc le dialogue avec les agriculteurs, d'une part, il s'était instauré depuis de nombreuses années sur ce territoire, comme l'expliquait Bruno Roussel. Déjà, le captage avait été classé en zone vulnérable en 1994. Donc la Chambre d'agriculture avait été chargée de suivre les agriculteurs et d'avoir des indicateurs de suivi pour évaluer les pratiques, notamment relatives aux nitrates. En 2001, passage par le GRAP, Groupe régional d'action contre la pollution phytosanitaire de l'eau, où on est de nouveau amené à dialoguer avec les agriculteurs pour évaluer leurs pratiques au corps de ferme, leurs pratiques à la parcelle. Donc on a vu chaque agriculteur, chaque parcelle. Ça, c'était en 2001. Ensuite, lancement de l'opération de reconquête de la qualité de l'eau par la collectivité sous l'impulsion de l'Agence de l'eau. Donc rediagnostic. Et je pense que ce qui est important dans la phase diagnostic, c'est justement
pas voir le diagnostic comme juste un état des lieux, mais d'en profiter pour faire de la sensibilisation. Et donc c'est peut-être le plus qu'on peut apporter quand on a un acteur qui est présent sur le long terme sur le territoire. Et je pense que c'est ce que voulait aussi exprimer Bruno Roussel quand il disait que c'était important pour lui que ce soit la Chambre qui fasse les diagnostics, parce qu'en fait ces agriculteurs, on les voit et on les suit depuis les années 90, et finalement au fur et à mesure il y a un climat de confiance qui s'installe et qui s'instaure. Sarah, peut-être sur les lieux du dialogue. Oui, les lieux du dialogue. Alors peut-être je peux commencer parce qu'on peut se demander comment le Gab Nord est entré dans cette démarche. Et pour nous, c'est vrai que c'était pas forcément simple. C'était un vrai défi. On voulait en être parce que voilà, c'était la première orque liée à un Grenelle. C'est des systèmes relativement intensifs avec beaucoup de cultures légumières sous contrat industriel, etc. On n'a jamais aucun agriculteur qui nous a demandé un diagnostic ou même des informations par là. Donc c'était vraiment un défi. Et on ne connaissait pas du tout les acteurs, les parties prenantes dans le territoire. On ne connaissait pas Bruno Roussel, Pascal Nampon, Alain Cornu. Donc voilà, comment on a fait ? On a déjà essayé d'avoir des entretiens un peu préalables avec ces différentes parties prenantes. C'est comme ça qu'on a rencontré notamment... Pascal, l'Adréal, l'Agence de l'eau pour essayer d'expliquer notre méthode, de rassurer sur notre façon de faire pour commencer à être connu, reconnu et peut-être pouvoir être intégré dans ce territoire, quoi. Et il se trouve qu'on a rencontré la collectivité qui à l'époque nous a dit oui, effectivement on peut se rencontrer parce que justement la démarche était déjà tout récemment lancée et justement les agriculteurs nous ont dit que la bio, ça peut être intéressant, mais c'est impossible chez nous. Juste à côté, ça va, mais chez nous, c'est impossible. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Et à ce moment-là, on a fait témoigner auprès de la collectivité, donc Monsieur Cornu et quelques techniciens, un producteur qui est devenu bio et qui a pu expliquer un peu sa démarche de changement et ce qui a été compliqué pour lui. Et en l'occurrence, ce qui a été compliqué pour lui. Donc c'était quand même un pionnier du réseau de l'agriculture raisonnée, etc. Enfin, voilà. Et ce qui a été le plus compliqué dans son changement, lui, c'était pas les aspects techniques et économiques, mais c'était vraiment les aspects humains, quoi. Donc se dire, voilà, il y a humainement, professionnellement, le réseau socio-professionnel. Ça implique des grands changements qu'il faut avoir envie d'assumer. Donc ça, c'était déjà important que la collectivité puisse le comprendre. Alors, les instances de dialogue. Il y a un comité de pilotage qui est présidé par le maître d'ouvrage, donc le service des eaux, et en l'occurrence Alain Cornu. On y retrouve les services de l'État, l'agence de l'eau, la chambre d'agriculture, le Gab Nord. Je crois que c'est tout. L'agence régionale de santé. Il y a un comité de pilotage élargi où là, on retrouve aussi les représentants des communes qui sont sur le champ captant. Donc celui-là, il était plus rare. On a une instance à laquelle on n'a pas donné de nom, mais finalement, avant chaque comité de pilotage, la Chambre d'agriculture, le Gab Nord et le service des eaux, on se retrouvait et on expliquait au service des eaux ce qu'on allait présenter en comité de pilotage. Et ça, c'était vraiment important pour nous d'essayer de décrypter, d'être un peu le traducteur entre les agriculteurs et la collectivité, pour aussi permettre à la collectivité de pouvoir être en position de décisionnaire, quoi. Je veux dire aussi, voilà, vous me proposez ça, enfin, pouvoir comprendre ce qu'on dit, quoi. Donc ça. Et puis oui, il y avait les réunions avec les agriculteurs. Donc ça, c'était très important aussi. Enfin, on a fait les entretiens individuels. Ça avec les agriculteurs. Les agriculteurs. Tous les agriculteurs. Les agriculteurs du champ captant, ouais, de l'aire d'alimentation de captage. Parce que du coup, on a fait... là, c'était plutôt la Chambre d'agriculture et le Gab Nord avec les agriculteurs. Bon, déjà, pour au départ leur expliquer la démarche. Et Monsieur Roussel, on va en reparler de toute façon, qui a eu un rôle clé là-dedans. Et on les a réunis plusieurs fois, à plusieurs étapes du projet, tous ensemble. Et ça, c'était vraiment important parce que, en fait, Philippe vous a expliqué la définition entre l'information, la consultation, la concertation, etc. Et je pense qu'on peut dire, nous, qu'on a essayé vraiment de les concerter, les agriculteurs. Donc, on leur a présenté, par exemple, les résultats des diagnostics, globalement. On a essayé de leur expliquer les marges d'amélioration qu'il y avait dans les pratiques qu'on avait pu identifier.
Et après, voilà, ça c'était la phase diagnostic. Le plus délicat, j'ai envie de dire, c'était ensuite dans la phase action, proposer des choses et voilà, essayer de pas. Donc on les a concertés avant le comité de pilotage et avant de faire ces propositions également à la collectivité, parce qu'il y a des choses qui demandaient un grand changement pour eux. Et voilà, on savait que s'ils n'en avaient pas envie, s'ils s'appropriaient pas ça, ça marcherait pas. Donc voilà, je crois que j'ai pensé à toutes les instances. Alors, je vais vous poser la même question à tous les quatre, mais le but du jeu, c'est pas forcément que vous me fassiez la même réponse tous les quatre. On est bien d'accord, hein, c'est votre regard personnel qui nous intéresse. Comment vous analysez votre réussite, hein, parce que vous êtes aujourd'hui un exemple souvent cité. Voilà, c'est quoi, ça a été quoi les ingrédients de votre réussite ? Alors Pascal, d'abord peut-être, parce que voilà, vous avez le micro. Bon, déjà, par rapport à la réussite, pour l'instant, c'est qu'un projet. Hein. Donc, on parlera de réussite quand vraiment il sera effectif et tout sera signé. Mais voilà. Enfin, il y a déjà une première étape d'aboutissement. C'est sur tout le travail qui a été mené sur la lutte contre l'érosion des sols, sur les aménagements corps de ferme, sur l'engagement des gens dans le programme eau agriculture. Enfin, donc, il y a déjà toute une série d'actions qui sont abouties. Après, sur le projet collectif bio en lui-même, pour l'instant, c'est un projet qu'on soumet aux agriculteurs. Le groupe semble nous suivre, mais voilà, on verra l'aboutissement dans quelques années. Donc la question, c'était quels sont les ingrédients de cette première étape réussie, on va dire alors. Je pense que l'ingrédient de la mobilisation sur le long terme est importante, et aussi le fait qu'on ait pu négocier ce moratoire avec la DREAL, qui fait qu'on a certes le couperet, oui, avec le préfet, qu'on a certes le couperet réglementaire au-dessus de la tête, mais qu'il n'est pas tombé. Ça a aidé aussi, parce que si on avait dû avancer sur cette démarche en même temps qu'on négociait un arrêté préfectoral ZDCE, ça aurait été très compliqué. Et d'ailleurs, là, on a le même débat sur les zones d'action renforcées qui arrivent aussi, et on espère que ça ne va pas mettre un frein à la démarche. Donc on espère pouvoir rester dans le contractuel. Et après, sur les outils, M. Zaké aussi en a parlé un peu tout à l'heure, c'est vrai que tout n'est pas basé là-dessus, la dynamique est également importante, mais on a besoin d'avoir des outils qui puissent accompagner aussi ces changements. On en a eu sur le territoire, hein, M. Roussel l'a évoqué, dans les CTE, les OLAE. Or, quand on a eu la dernière programmation et qu'on a vu les MAE, on s'est dit, oh là, on va rien pouvoir faire avec ça sur le champ captant d'Héron, notamment parce qu'il y a des cultures légumières, des plants de pommes de terre, et que pour éviter d'avoir des pratiques trop intensives, les agriculteurs ont l'habitude d'échanger leurs parcelles. Il y a déjà une notion de collectif fort, c'est-à-dire que tous les ans, ce ne sont pas forcément les mêmes agriculteurs qui cultivent les mêmes parcelles. Et ça, c'est un élément important aussi pour pouvoir entrer dans cette démarche, parce que l'assolement collectif, il existe déjà entre les agriculteurs sur ces territoires. Mais le fait qu'on fasse des assolements collectifs comme ça nous empêche d'entrer dans le dispositif MAE. Parce que pour les dispositifs MAE, il faut que l'agriculteur ait une même parcelle pendant 5 ans. Et donc là, on a vu tout de suite que sur le dispositif MAE, on n'allait pas pouvoir y entrer. Et donc avec l'agence de l'eau Artois-Picardie, un dispositif spécifique qui a été notifié à Bruxelles, qui s'appelle le programme eau agriculture, et qui nous a permis de faire tout un travail d'accompagnement des agriculteurs vers un changement de pratique. Et c'est d'ailleurs un bassin sur lequel on a un très bon taux de contractualisation par rapport au reste du bassin Artois-Picardie. Donc voilà, la dynamique est enclenchée, et je pense que la réussite de ce projet, c'est aussi l'aboutissement de toutes les dynamiques qui sont enclenchées depuis 15 ans. Oui, alors effectivement, ça c'est un point qui revient. Je dirige mon regard vers le ministère de l'Agriculture. C'est vrai que la question de l'innovation et de la confrontation de l'innovation avec les dispositifs réglementaires ou d'aides financières déjà existants, c'est parfois un peu compliqué. Ça coince. Disons que ça n'est pas forcément fait pour accueillir l'innovation. C'est pas le but au départ. Même question à Sarah Staub. Les conditions de cette réussite, de cette première étape réussie pour vous et pour le Gab Nord. Oui. Alors pour le Gab Nord, déjà il fallait être présent. Et donc voilà, je vous ai expliqué. Et ensuite, être présent c'est bien, mais il arrive que dans d'autres territoires, on est présent et finalement, on peut faire des propositions, mais bon. C'est pas vraiment intéressant.
je ne sais plus qui l'a expliqué tout à l'heure, c'est une somme de propositions comme ça, et puis tout le monde rentre chez soi, et puis chacun fera ce qu'il peut de son côté, quoi. Alors que là, on a vraiment été écoutés, et on avait les propositions, ce qu'on proposait était vraiment considéré, quoi. Donc c'est ce qui a permis qu'on fasse un travail vraiment constructif avec la Chambre d'agriculture. Et une de nos préoccupations communes avec la Chambre, c'était mobiliser les agriculteurs, le faire bien et leur donner, faire en sorte que les agriculteurs du territoire aient une vraie place dans ce projet. Donc, ce qui n'est pas non plus le cas dans tous les territoires. Et une chose qui était importante aussi pour nous, c'était de traduire la perception qu'avaient les agriculteurs du projet et les craintes quand on évoquait, parce que forcément on fait des diagnostics, mais on évoque tout de suite les marges d'amélioration, les changements. Et nous, au Gab Nord, on fait un diagnostic, une simulation technico-économique du passage en bio dans la ferme. Donc forcément, on parle de changements, etc. Donc, et c'était important pour nous de restituer ça au comité de pilotage, à l'ensemble des parties prenantes. Donc, je crois qu'un ingrédient, ça a été que Pascal et moi et la Chambre... Et, enfin, bon, après, il y a un truc qui est important, c'est pour nous, c'est... Au Gab Nord, on a cette expérience, finalement, le plus dur pour nous, c'est d'avoir accès aux fermes, se faire ouvrir les portes des fermes. Et là, on avait besoin d'un agriculteur relais qui a été Monsieur Roussel. Et c'est ce qui explique... c'est ce qui explique que la Chambre a fait quasiment 100% des diagnostics chez les producteurs, et nous 30%, c'est assez exceptionnel aussi, quoi. Surtout sur des systèmes comme ça, relativement intensifs, très techniques. C'est pas dans ces systèmes-là que les producteurs ont envie de s'intéresser à la bio en général. Donc voilà, il y a eu ça, mais il y a aussi, une fois qu'on y est, il faut qu'on arrive à susciter l'intérêt des producteurs, quoi. Donc leur proposer des choses qui répondent à leurs questions. C'est la position, c'est ce que disait Monsieur Roussel, quoi, de pas les prendre, enfin pas leur dire voilà, il faut, enfin essayer de valoriser ce qu'ils font et comprendre ce dont ils ont besoin pour changer. Donc ça, c'était vraiment important pour nous. Et puis bon, ça c'était dans la phase diagnostic. Et quand on a proposé les actions, là, Monsieur Roussel, qui était l'agriculteur relais, s'est transformé en agriculteur moteur. Parce que je pense qu'il a réussi à les pousser au défi, quelque part, les producteurs. Non, mais voilà, c'est un grand changement, un assolement collectif en bio, même si ça ne va être que quelques hectares de chaque exploitation qui va être mis dans le pot commun de cet assolement collectif, qui va permettre cette mutualisation. Voilà, donc on vise vraiment des changements individuels à travers ce collectif qui a déjà des habitudes de travail. Donc voilà, sur le long terme, je pense que c'est vraiment une solution. Et c'est une solution complètement innovante qui n'a jamais été proposée ailleurs. Et je pense qu'on a été amené à proposer cette solution collectivement parce qu'à un moment, on a bien compris les besoins des producteurs et la collectivité, elle s'est montrée motivée tout au long du processus. Donc, par exemple, au début, une des conditions des producteurs pour avancer, ça a été oui, vous mettez aux normes l'assainissement qui pollue le captage juste à proximité, et vous vous intéressez aussi à la carrière une carrière qui demande à être réhabilitée. Et même si les problèmes ne sont pas réglés, au moins la collectivité, elle a toujours montré sa détermination à essayer de répondre à ces choses-là, quoi. Donc, et à s'engager concrètement. Et je pense qu'une fois que l'assolement collectif biologique a été accepté par les producteurs, puis par le comité de pilotage, que ça a été inscrit au plan d'action et que ça a commencé à être travaillé concrètement avec les producteurs, un des besoins qu'ils ont fait ressortir, eux, c'est le besoin d'être sécurisés et de trouver un engagement réciproque de la collectivité. Et même si pour le moment on n'a pas la solution, parce que justement il y a l'innovation dans ces outils de coopération, elle est très restreinte dans un cadre très précis, mais en tout cas la collectivité elle n'a pas fermé la porte, et je pense que c'est ce qui continue à permettre d'alimenter la dynamique et de poursuivre. Alors même exercice, Monsieur Roussel, les conditions de cette première étape réussies? J'ai fait une formation de serrurier pour ouvrir les portes. En fait, on est dans un territoire, on
rassurez-vous ou rassurez-vous pas, je suis quand même un agriculteur, syndiqué à l'FDSEA, membre du bureau de l'FDSEA, vice-président de la Chambre. Donc mon drapeau syndical, il est clair, net et précis. Ceci étant dit, m'occupant des dossiers environnement, il y a longtemps qu'on a compris que j'ai compris qu'on ne pouvait pas simplement... On était d'autant plus... Ou ce que j'ai compris, c'est qu'on est d'autant plus fort quand on est sur la défensive qu'on a avancé parallèlement à l'extérieur, quoi. Et moi, j'ai besoin d'être fort pour la défensive. Demandez à l'Adréal ou avec qui on discute du programme d'action de zone vulnérable. Là, on est conforme à notre réputation, quoi. Mais ceci dit, pour être fort, il faut être capable de montrer qu'ailleurs, on avance et on bouge des lignes, etc. Donc, j'ai dans mon territoire, qui est le canton le plus syndiqué de tout le département à la FDSEA, 70%, et j'en suis fier. Les gens, ils m'ont toujours vu arriver avec des idées un peu originales. Quand on est revenu avec... Pascal n'était pas là encore, en disant les gars, il faut faire des CTE parce que c'est un truc d'avenir. Il a fallu s'expliquer avec eux, mais on a fait 25% des CTE du département. Donc ils sont habitués. Et puis là sur le char captant, j'ai dit il n'est pas socialement, il n'est pas acceptable de livrer de l'eau. Alors je suis plus modéré que, enfin je suis pas plus modéré que M. Cornu. Les nitrates pour moi c'est pas un problème, c'est un problème réglé. Jamais personne n'est mort à cause des nitrates. Et puis en plus les nitrates c'est pas que nous. Par contre, quand on commence à avoir des traces de phyto, etc. Il y en a même sur lesquels on travaille, ils sont même pas au courant. Ça, c'est inadmissible. Et puis là, c'est 100% les paysans. On est par l'atrazine avant, mais bon, ça, c'est fini. Donc, j'ai expliqué ça aux agriculteurs en disant il faut bouger. Là, on a d'obligations de résultat. Et à partir de là, ils ont dit bah, OK, il faut bien qu'on bouge. Et ils ont compris parce qu'on est habitués, nous, dans le territoire, on a une vision assez collective des choses. On vous l'a dit, on fait beaucoup d'échanges, on fait beaucoup. Les gens travaillent beaucoup en commun, beaucoup de CUMA, etc. Et puis après, le réseau syndical, il est important aussi dans ce domaine-là, quoi. Alors, ce que je voulais rajouter par rapport à ce que Sarah a à dire, c'est que moi, j'ai quasiment doublé toutes les réunions de comité de pilotage aussi par des réunions que je faisais en tête-à-tête ou avec Pascal, avec les agriculteurs, pour décoder, s'expliquer, déminer, leur expliquer ce qu'on allait faire, etc. Et ça, c'était important, parce que quand on est avec la collectivité, l'administration, machin, et tout le monde, etc., on reste souvent dans un jeu d'acteurs un peu traditionnel, tandis que quand on est entre nous, on peut être... donc je les ai quelquefois engueulés, etc. Mais quand on est entre nous, ça se passe mieux, c'est comme ça qu'on progresse. Donc j'ai aussi passé beaucoup de temps, ça se faisait dans une petite salle à Héron. Maintenant qu'on est sorti du bois, on va au restaurant tout le monde ensemble, c'est encore mieux. Et c'est important. Donc voilà ce que je voulais rajouter par rapport... quand on parle des lieux et des périmètres des réunions qu'on fait, c'est important aussi, quoi. Oui, complètement. Ouais. Et Monsieur Cornu, sur votre vision des ingrédients de la réussite. Alors, avant, je veux revenir un tout petit peu en arrière, quand on parlait tout à l'heure des personnes et puis qui sont concernées sur le territoire. Je crois qu'on a un petit peu oublié, c'est les prescripteurs. Ça m'est revenu là, tout à l'heure. Et une réunion publique avec des prescripteurs et tout ça, dans le cadre du DTMP, il y avait un représentant de Bonduel, pour ne pas le nommer, qui était présent dans la salle. Et je lui ai demandé s'il envisageait de passer au bio, des petits légumes bio, étant donné que, comme Pascal l'a dit tout à l'heure, il y a une surface cultivée en petits légumes qui est quand même importante, parce que les agriculteurs ont la chance d'avoir un terrain adéquat, un terrain sableux et tout. Et ce monsieur de Bonduel, c'est en 2011. Il m'a dit non, c'est pas à l'ordre du jour. Apparemment, depuis, ça aurait un tout petit peu évolué, peut-être parce qu'il y a des concurrents qui commencent à en faire, je ne sais pas. C'est ma vision personnelle des choses. Et il y a une deuxième culture qui est importante aussi, qui existe sur notre territoire, c'est la betterave sucrière. Et vous savez très bien que s'il existe du sucre de canne bio, il n'existe pas encore pour l'instant du sucre de betterave bio. Donc si ces deux cultures avaient un débouché bio, c'est même plus qu'un débouché, parce que quand on sait que les producteurs de petits légumes, c'est eux qui disent à l'agriculteur quasiment tu dois semer tel jour et puis récolter tel jour et puis mettre tel produit tel jour. Enfin, je pense que ça se passe comme ça, à peu près. Donc je pense qu'ils ont un rôle important.
Et pour l'instant, moi, j'aimerais bien qu'ils s'associent à notre... et pas uniquement sur notre champ captant, hein, c'est au niveau national. Maintenant, en ce qui concerne les personnes qui travaillent ensemble, moi, je suis satisfait de la façon dont ça se passe, hein, d'avoir qu'il y ait 13 ou 14 agriculteurs sur 45 qui est déjà accepté le diagnostic bio, c'est une très bonne chose. Maintenant, on travaille avec eux. Au niveau de la collectivité, moi, ce que j'essaye de leur apporter, c'est notre soutien, mais pas uniquement un soutien moral. Dernièrement, je viens de faire, on a signé une convention avec la SAFER, et ils nous font pour le service des eaux une mise en réserve de 30 hectares. Malheureusement, c'est des terres qui, pour l'instant, qui sont mises en réserve pour nous, mais qui ne sont pas sur le champ captant. Donc, il va y avoir un travail avec la SAFER pour essayer de faire des échanges avec des agriculteurs qui sont sur le champ captant. Et les agriculteurs ont mon engagement. Dans un mois, je serai peut-être plus élu, je ne sais pas. Mais enfin, ils l'ont eu tant que je le suis encore. Que ces 30 hectares de terrain, si on arrive à les faire venir dans le champ captant, rentreront dans le projet bio. Eh bien, merci beaucoup pour ce tour d'horizon de ce qui s'est passé à Héron-Saint-Va. Donc, quelques minutes pour une lecture de Philippe Barré. Et ensuite, je prends 3 questions dans la salle. Donc, vous pouvez préparer, j'en prends que 3. Hein. Le premier bras levé. Bon, c'est une expérience très riche. Enfin, la façon dont ça a été exprimé et animé, bravo. Il y a beaucoup de choses à dire sur le plan par rapport à ma perspective de mettre en évidence des éléments d'apprentissage pour que ce qui a été fait puisse servir de référence à d'autres opérations. Donc j'ai retenu pas moins que 8 points. Donc je vais pas y passer plus de 20 minutes, vous inquiétez pas. Je les déroule dans l'ordre un petit peu presque chronologique de la conception d'un dispositif de directorial et de son déroulement. Il y a eu d'abord un point super intéressant par rapport aux conditions du dialogue. Vous avez entendu parler de moratoire, hein, moratoire sur le réglementaire. Pour que le dialogue soit possible, il faut qu'on décrète un cessez-le-feu. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on suspende tout ce qui peut pourrir l'ambiance, on va dire, d'une certaine façon, dans un dialogue. Donc, le fait d'obtenir ce moratoire de 3 ans pour voir comment on peut résoudre le problème autrement que par le réglementaire, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Deuxième point, la notion de relais. Hein, Monsieur Roussel en est la personnification. Donc, il a été qualifié d'ouvreur de porte. Voilà, mais c'est une notion qui est très importante en concertation ou encore plus en médiation de conflit. Le médiateur, il ne peut pas agir tout seul, il a besoin d'avoir des relais. Nous, on les appelle parfois des médiateurs relais. Bon, peu importe le nom, mais en tout cas, cette notion de relais pour pouvoir avoir quelqu'un qui est particulièrement favorable au dialogue et qui va servir de lien avec on va dire son groupe d'appartenance. Enfin, Donc ça, c'est une deuxième notion. Troisième point. C'est Sarah qui nous a dit donner une vraie place aux agriculteurs. Tu as dit on a concerté les agriculteurs. Donner une vraie place. Donc ça, on voit que quand on fait de la concertation, c'est pas pour faire mumuse, c'est pas pour faire figuration. Il faut que chaque participant se sente à sa place, se sente valorisé, sente que ce qu'il dit va être pris en compte, et écouté. Même si on ne va pas jusqu'au bout, au moins on sait que ça a été compris. Voilà. Ça, c'est une notion super importante. Donner sa place, une vraie place à chacun, et notamment aux agriculteurs en l'occurrence. Le quatrième point, il y a eu un travail remarquable de fait par Séverine, vous avez remarqué, d'expression des besoins, et je remercie les personnes qui ont été interrogées, d'aller directement à ce qu'on appelle, nous, les besoins. Hein, vous avez eu notamment, je prends l'exemple de M. Roussel avec les besoins des agriculteurs, le besoin de reconnaissance, qui est un besoin fondamental, qui n'est pas suffisamment pris en compte ou mis en évidence dans les instances de concertation. Le besoin de reconnaissance, c'est vraiment, vous l'avez dit tel quel, donc je me permets de reprendre vos mots, les agriculteurs ont besoin d'être reconnus dans leur pratique. Une fois qu'ils sont reconnus, on peut aller plus loin, on peut dire maintenant on va voir comment on peut aller améliorer, répondre aux contraintes du territoire, ça a été vos termes. Donc cette notion la façon dont vous avez exprimé les besoins, puis après Sarah a rajouté un nouveau besoin qui était la sécurisation. Être sécurisé sur, je sais pas trop détaillé, mais ça c'est aussi un besoin.
5e point, un tout petit passage à un moment donné sur le lieu des réunions qui a été fait par M. Roussel. Vous avez dit l'importance qu'il y a, vous avez parlé de lieu et de périmètre de réunion. Alors je ne vais pas vous demander ce que vous diriez, mais c'est un élément important. Une concertation, ça se met en scène. Hein, il y a vraiment un travail de l'ordre du théâtre. Hein. C'est pour ça qu'on a appelé notre programme comédie. 6e point, vous avez dit, M. Roussel, que vous doubliez les réunions du comité de pilotage. Là, on est vraiment dans le déroulement. Hein, les réunions du comité de pilotage par des réunions entre agriculteurs. Et là, on voit l'importance qu'il y a au fil d'une concertation, surtout quand elle est délicate, tendue, à trouver des moyens de faire le lien entre l'instance principale, qui serait le comité de pilotage, et les groupes d'intérêt qui sont les plus à cran, enfin qui sont les plus touchés par l'histoire. Et donc, il y a vraiment eu un travail d'aller-retour entre l'instance principale de concertation au comité de pilotage et puis de la concertation qu'on pourrait qualifier d'interne à ce secteur qui est particulièrement important dans cette histoire. Donc ça, c'est un 6e élément important. Le 7e, c'est Sarah qui nous a rappelé que vous aviez le sentiment que les propositions que vous élaboriez seraient prises en compte. Donc là, on voit le lien entre participation et décision. Hein, on ne discute pas entre nous pour se faire plaisir ou pour passer du bon temps. On discute pour faire des propositions qui vont être utiles, qui vont être prises en compte. Et enfin, dernier point, qui est plus on revient sur le rapport entre la concertation et le réglementaire, ou avec le normatif, avec l'histoire des mesures agri-environnementales. Et puis, vous voyez que dans certains cas, la concertation, au sens le plus noble du terme, la médiation, c'est une productrice de lois, de normes, de règles. Et que ces règles-là, elles se confrontent, elles s'entrechoquent parfois avec les normes ou les règles qui sont édictées à notre niveau. Jean-Eudes pourra peut-être parler tout à l'heure dans l'après-midi d'un exemple qui m'a mis sur cette voie-là, qui vient de la Bretagne, sur la façon dont la concertation a obligé aussi à modifier c'était un décret préfectoral, je crois, quelque chose comme ça. Hein. Mais on va se le garder pour cet après-midi. Ouais. Voilà, donc cette question du rapport entre la concertation, la participation, enfin la médiation, le dialogue territorial et la réglementation est essentielle. Alors, c'est à vous de jouer. Les 3 premiers doigts qui se lèvent. Allez-y. Bonjour, je suis Christian Salomé de l'agence de l'eau Seine-Normandie. D'abord, je voudrais remercier les intervenants pour la clarté de leur présentation et leur expression tout à fait libre dans ce dialogue, ce qui est plutôt constructif et plutôt encourageant. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'est comment le GAB a réussi à travailler avec la Chambre d'agriculture, parce qu'en Ile-de-France, on n'y arrive pas. Enfin, je pense que les collègues du GAB d'Ile-de-France pourront témoigner. La Chambre d'agriculture d'Ile-de-France considère qu'elle a acquis elle-même les compétences en matière d'agriculture biologique, et donc faire travailler le GAB Ile-de-France avec la Chambre d'agriculture, ça reste un véritable défi qu'on n'a pas réussi à relever pour le moment. La deuxième question, c'est comment vous avez... alors j'ai bien aimé l'intervention de M. Cornu en disant qu'il faut aussi travailler avec les prescripteurs. Et par ailleurs, comment vous avez associé les coopératives et les organismes stockeurs dans le démarche de dialogue territorial? Bonjour, Mélanie Lotte, Lille Métropole. J'avais une question plutôt sur le devenir, maintenant que il y a eu 3 ans de phase de dialogue et de concertation et qu'on arrive vraiment dans une situation d'action. On a plus ou moins eu la confirmation ce matin qu'on allait avoir une nouvelle étape réglementaire qui allait arriver sur ces territoires-là avec des thématiques conjointes. Comment pensez-vous que les agriculteurs du territoire vont réagir suite à ces 3 ans de dialogue qui, finalement, pourraient aboutir à un nouveau contexte réglementaire? François Birman d'Aquibri, protection de la nappe du Champigny. J'ai une question, moi, à M. Cornu et à M. Roussel. C'est finalement, s'il n'y avait pas eu le contexte réglementaire et la contrainte, la directive, est-ce que vous auriez mis en place un dialogue territorial? Et sur ces premières étapes, aujourd'hui, personnellement, en représentant chacune de vos structures, qu'est-ce que vous en retirez? Qu'est-ce que ça vous a apporté, ce dialogue territorial? On va commencer par Monsieur Cornu, parce que vous avez été pas mal cité, et ensuite on passera à Monsieur Roussel. Donc notamment sur l'association des coopératives, et puis la toute dernière sur
Ce que vous en avez tiré pour vous, et est-ce que c'est parce qu'il y a eu cette contrainte qu'il y a eu le dialogue territorial, comment vous voyez ça? Au niveau des prescripteurs, moi je sais que c'est une réunion qui est obligatoire. Dans le cadre du DTMP, on nous avait demandé de les inviter, donc on les avait invités en mairie de Berck, exposer le projet et tout. Maintenant, le travail, je pense que Pascal pourrait peut-être plus répondre là, au niveau comment ça s'est passé avec les coopératives et tout. Moi, nous, on les a, en tant que collectivité, on les a reçus pour cette réunion avec eux. Voilà. Au niveau, je réponds à une autre question là, pendant que j'ai la parole. Pourquoi est-ce que le Gab Nord a été associé? Je ne dis pas que c'est grâce à moi, mais enfin, je sais que pour avoir X fois dit à M. Roussel, mais pourquoi vous ne mettez pas du bio sur le territoire? Peut-être qu'il a essayé de savoir. J'ai dû quand même être un petit peu élément déclencheur pour que la Chambre s'intéresse à la question. Alors Pascal, peut-être, si je regarde un micro là, pour compléter tout de suite sur les coopératives. Oui, donc c'est vrai que pour l'instant, au niveau des coopératives négoces, elles ont été associées souvent aux réunions de restitution pour qu'elles soient bien informées de là où on en est, de la contrainte qui se pose sur le territoire. On les a également associées au moment d'une démarche que l'INRA a voulu mettre en place de manière pilote sur le territoire, qui est Coquelicot, où on devait définir les itinéraires techniques de toutes les cultures avec des niveaux de rupture. Donc là, on les a fait travailler, on les a associés au travail d'élaboration de ces itinéraires techniques. Mais c'est vrai que pour l'instant, ils n'ont peut-être pas été associés. On ne leur a pas forcément demandé de faire des propositions dans le programme d'action. Ce sera peut-être à faire dans la phase suivante. Comme on l'a dit M. Cornu tout à l'heure, quand on leur a parlé de débouchés, pour l'instant on a eu des réponses plutôt négatives, donc là-dessus ça n'a pas avancé. Bon, donc c'est certainement un point à travailler, à améliorer pour les étapes suivantes. Alors Monsieur Roussel, vous en aviez plusieurs. Hein. Si vous en oubliez, je réinterviendrai. Alors, sur les prescripteurs, c'est que des prescripteurs. Les patrons dans les fermes, c'est nous. Donc c'est avec nous qu'il faut causer. Et nous, on a la chance. Dans un territoire, on a très peu de céréales, donc on a des prescripteurs en légumes de conserve. C'est vrai qu'on est très intégré dans l'usine. On fait aussi beaucoup de pommes de terre où on a nos techniciens qu'on paye, etc., qui vendent rien. Donc les prescripteurs, ils ont un rôle peut-être moins important dans ce territoire-là qu'ailleurs. Et de toute façon, on est une majorité à penser que dans les fermes, c'est nous qu'on décide. Donc les prescripteurs, ils sont que prescripteurs et vendeurs de produits. Alors sur le Gab Nord, moi j'ai dit, OK, on y va avec le Gab. Enfin, sur le bio, en général. Évidemment, la première réunion de comité de pilotage, la question n'était pas de savoir si on allait passer au bio, c'était de savoir quand. Donc il a fallu qu'on s'explique, etc. Après, l'histoire des cantines, en disant, il faut fournir les cantines, OK, 1400 kilos de carottes, 700 mètres carrés sur un territoire qui fait 2600. Donc assez vite, ce débat-là s'est estompé. Et après, on a travaillé sur Coquelicot en disant, nous, on considère le projet, en fait, qu'il est novateur dans le sens où on va tous mettre 2 ou 3 hectares dans une SCEA qui va devenir bio et qui va servir d'attraction pour le reste et de support même d'une CUMA sur le matériel de désherbage mécanique, etc. Donc ça on l'a expliqué et ça s'est passé assez facilement. Après, et Séverine, elle est là pour le dire, le Gab Nord, il vient sur le territoire, mais, entre guillemets, elle ne le prenait pas comme de la fanfaronnade. Le patron, c'est moi. Donc, il vient que si on s'est mis d'accord sur la façon dont il travaille. Non pas que je veux contrôler ce que le Gab Nord il fait, mais je veux que ce que le Gab Nord fasse soit acceptable et entendable, je ne sais pas si c'est français, par les agriculteurs. Hein, on s'est déjà disputé là-dessus. On m'a dit c'est pas au bout qui va commander au Gab Nord. Je vous ai dit, c'est pas vous qui allez commander. Ne dévoilez pas notre vie privée, s'il vous plaît. Non, mais ça relève pas de la vie privée. Donc voilà comment ça marche, et je pense que c'est comme ça qu'il faut que ça marche. Après, il n'y a pas de notion de hiérarchie, etc. Après, s'ils veulent y aller, ils y vont, mais sans protection. Donc, à leur risque et péril, quoi. Voilà comment on a réussi à faire. Il faut trouver quelqu'un qui décode, qui traduit et qui dit voilà, il faut en discuter. Après, le réglementaire, c'est clair. Hein, si on avait des CE, on arrête tout et on rentre en résistance. Donc voilà. Bon entendeur, salut pour les gens de l'administration qui sont là.
Quelque chose à rajouter peut-être juste après? Sarah, quand même, sur la question de l'arrivée du Gab Nord, comment on en arrive à travailler ensemble, alors que parfois sur d'autres territoires et sur d'autres sujets, c'est pas forcément le cas. Donc là, c'est aussi pour clarifier sur le fait que ça se passe comme ça dans ce secteur-là, c'est pas forcément comme ça partout. Donc voilà. Je me rappelle bien, moi, de ma première rencontre avec Pascal. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais là, en fait, je me suis dit, bon, je vais pas chercher à la convaincre. Vraiment. Et c'est ça qui a fait qu'on a réussi à être acceptés, à travailler ensemble, quoi. Donc, et c'est pareil avec les producteurs, finalement. Il faut pas chercher à les convaincre tout de suite qu'il y a des débouchés en bio, que ça va être faisable techniquement, qu'ils vont y arriver, qu'humainement, ils vont savoir gérer, etc. Non, c'est... Voilà. Ça se fait autrement. Alors, parce que M. Roussel, il lui faut toujours le mot de la fin. Allez-y. Et ce sera le dernier mot pour cette expérience. Alors, je voulais simplement ajouter que je ne suis pas payé par le Gab Nord. Donc... Et puis qu'on a une démarche pragmatique, parce qu'il faut que je vous le case, je vous l'avais promis, je vais vous le caser. Le projet, il est venu... En fait, moi aussi, j'ai besoin de relais sur le terrain, parce que je n'y arriverai pas tout seul. Et un jour, il y a un agriculteur, qui en plus est un de mes amis, qui m'a dit, mais il nous casse les pieds. Enfin, il n'a pas dit il nous casse les pieds, je vous laisse imaginer ce qu'il a dit. Il nous casse les pieds avec le bio, il n'y a qu'à leur en faire un peu, comme ça, ils verront que ça ne marche pas. Et puis tout de suite derrière, elle dit ouais, mais si jamais ça marche, au moins on saura en faire. Donc j'ai trouvé que la démarche était pragmatique. On dit bah allez, chiche, on y va. On n'a pas dit ça tout de suite au Gab Nord parce que quand même pas les fâcher non plus. Mais sur cette base-là, on a dit aux gens écoutez, on a une vraie problématique sur l'eau. On va faire un test grandeur nature. Ils nous disent que ça gagne des sous. On va leur filer un bout de notre ferme. Petit, marginal quand même, on n'est pas sot. Ça va faire 40 hectares. Faut dire la collectivité, les gens nous ont dit à condition que la collectivité mette un peu de surface aussi, ce qui a été fait, ce qui a été aussi un élément déclencheur. Donc il y a aussi un investissement économique de la collectivité. Et puis on va mener ce projet-là. Aujourd'hui, je pense que si j'avais dit ça il y a 2 ans, je me serais fait sortir de la salle. C'est pour ça que j'avais besoin de réunions avec que les agriculteurs pour être sûr de ne pas me faire virer. Je veux bien me faire virer de la salle par des agriculteurs, mais en privé, pas devant tout le monde. Et on a réussi à monter ce projet-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on va y arriver. On a 20 agriculteurs qui sont prêts à mettre chacun 2, 3, 4, 5 hectares. Ce qui fait un total, parce que du coup c'est intéressant pour... Donc on est parti sur un modèle de 40 hectares, sur un modèle économique, en disant, et là il n'y a aucun problème, on va même loin. Les agriculteurs nous ont dit, nous on veut bien mettre ça, mais après on ne veut plus s'occuper de rien. S'il faut aller semer du blé et qu'on nous dit d'aller semer du blé, on ira semer du blé, mais la partie technique sera confiée au Gab Nord. Après c'est un petit peu un piège, à eux aussi de nous prouver qu'on gagne du fric. Parce que c'est quand même le but du jeu, quoi. Et qu'on peut protéger la ressource en eau en prime. Mais ça, c'est la prime. Voilà, donc nous aurons probablement l'occasion de revenir vous présenter les résultats d'ici 2 ans à peu près. Merci beaucoup pour cet exercice.